au-delà de la valeur de l'athlète, et c'est peut-être ça qui est un peu triste, hein, c'est le monde dans lequel on vit. On a beau avoir les meilleures performances sportives du monde, maintenant les marques cherchent aussi à pouvoir communiquer. Je parlais tout à l'heure de valeurs, donc c'est déjà pouvoir communiquer sur des valeurs communes. La première année, ça n'a pas été simple, ouais, quand on a monté l'équipe. Après, c'est des paris, hein, et des paris, des fois on gagne, des fois on perd. Ça a toujours été le cas, et puis la preuve en est, je suis peut-être pas le bon exemple, hein, mais de se dire c'est un peu la course à l'échalote, on va toujours vers le plus grand, le plus gros, donc la plus grande distance, le plus gros dénivelé. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Florian Olivier. Alors Florian, il fait partie du cercle très fermé des personnes qui seront passées 2 fois sur le podcast. Le tout premier épisode, c'était il y a quand même un petit moment maintenant, c'était le 11 mai 2021 qu'on avait enregistré cet épisode, c'est l'épisode 42 que je vous invite à écouter, chers auditeurs, si vous voulez en savoir encore plus. Comment vas-tu, Florian ? Eh ben, ça va parfaitement bien, je te remercie. Après, je suis flatté de faire partie des privilégiés qui auront eu la chance de passer 2 fois avec toi. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour tous ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode ? Alors, si je me présente rapidement, donc moi je suis Florian Olivier, j'ai 40 ans, je suis papa de 2 enfants qui ont 12 et 14 ans, et je suis, on va dire, passionné de sport depuis mon plus jeune âge, et je suis en fait le team manager du team Simalp. Depuis sa création, donc en 2016, donc ça commence à remonter un petit peu, oui. 2016, ça fait 6 ans maintenant quand même. En quoi ça consiste d'être team manager ? Alors, en quoi ça consiste ? Ça consiste en plein de choses. Moi, l'objectif, c'est d'une part de faire vivre ce groupe équipe, parce que tous les athlètes sont éclatés un petit peu partout en France. Donc, essayer de transmettre et véhiculer les valeurs de notre marque au sein du groupe athlète. Et puis après, c'est leur faciliter et leur rendre la vie plus simple dans leur pratique du trail, les accompagner du mieux qu'on peut, avec toujours derrière l'idée de transmettre les valeurs qui nous sont fortes, c'est-à-dire la valeur famille, la valeur montagne, et aussi la valeur, on va dire, environnementale, développement durable. Même si les athlètes qui sont présents avec nous, je les ai choisis aussi parce que ils avaient ces valeurs-là. Ça doit être quelque chose de compliqué quand on est un athlète là en ce moment, et puis qu'on a envie de progresser et de se donner à plein temps dans son sport, dans sa passion, et de trouver des partenaires qui peuvent nous accompagner. C'est quelque chose que tu ressens qui va vers une amélioration, ou quelque chose qui évolue, ou ça évolue encore trop lentement pour les athlètes ? Je pense que ça va dépendre vraiment d'une part de l'athlète, après d'autre part des partenaires qu'il arrive à mobiliser. Après, c'est vrai qu'on sort d'une période qui a été un peu étrange pour tout le monde, autant pour les sportifs, c'est-à-dire que on a eu 2 ans où on était un peu dans l'expectative de savoir ce qui se passait, est-ce qu'on pouvait aller en compétition, si oui, comment, enfin garder la motivation à l'entraînement. Ça a été on va dire assez perturbé pour tout le monde, ce qu'on vient de vivre. Et après, de l'autre côté, pour les marques, là aussi, nous on a vécu une période, et on n'en est pas sorti, qui est pas simple, avec on va dire une navigation à vue, de se dire est-ce qu'on arrive toujours à produire nos vêtements, si oui, à quelle échéance.
et donc, pour répondre à ta question de savoir est-ce que c'est difficile pour les sportifs d'arriver à trouver des partenaires et que les partenaires puissent s'engager pour leur faciliter la vie, je pense que ça dépend vraiment la surface, la superficie du partenaire. Moi, je me bats chaque année pour essayer d'apporter de plus en plus de moyens à nos sportifs. Donc, pour le moment, chaque année, on va dire, on fait évoluer la manière dont on accompagne le groupe athlète Simalp. On fait, hop, c'est rien, je suis désolé, c'est même pas ce qui est pour vous. Excusez-moi pour ça. C'est les aléas du direct. Ouais, c'est ça. Donc oui, chaque année, moi, j'essaye de faire évoluer ça pour que nos athlètes soient accompagnés le mieux possible et s'épanouissent dans leur pratique. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a vu des athlètes comme Pierre-Ambroise Boss qui s'était un peu révolté contre ça. Moi, j'ai reçu aussi Beñat Marmisol à une époque où il n'était pas du tout sponsorisé, et pourtant 3e sur la Diagonale des Fous. Enfin voilà, on a des exemples comme ça d'athlètes qui ont du mal en fait à trouver des partenaires. Et puis après, c'est des fois aussi des gens qui ont pas non plus l'habitude de communiquer via les réseaux sociaux. Ouais, je pense que tu as raison. Enfin, au-delà de la valeur de l'athlète, et c'est peut-être ça qui est un peu triste. Hein, c'est le monde dans lequel on vit. On a beau avoir les meilleures performances sportives du monde. Maintenant, les marques cherchent aussi à pouvoir communiquer. Je parlais tout à l'heure de valeurs, donc c'est déjà pouvoir communiquer sur des valeurs communes, mais aussi le sportif. Alors, c'est peut-être, ça va peut-être choquer ce que je dis, mais devient un produit marketing et il doit aussi participer à la notoriété de marque. Donc, il doit au-delà de ses compétences sportives être en capacité de faire parler de la marque. C'est entre guillemets pour les marques, c'est un investissement. Alors moi, c'est pas la manière dont j'aime le voir. Hein. Je fais juste le reflet de ce que je pense qui se passe dans le monde sportif, mais c'est pas vrai uniquement pour le trail, c'est vrai, je pense, dans tous les sports. Hein. Mais ça, en fait, je pense qu'on peut pas trop en vouloir de mon point de vue, on peut pas en vouloir à une marque d'avoir envie de visibilité. En fait, on pourrait regretter qu'une fédération n'accompagne pas des athlètes qui représentent un pays, mais on peut pas vraiment reprocher ça à une marque, si? Je sais pas si on peut reprocher ou pas. En tout cas, on peut. Moi, tu parlais de Beñat, on a pas mal échangé au téléphone. Je l'ai eu beaucoup cet automne. À l'époque justement où il cherchait des partenaires pour pouvoir continuer à pratiquer à un très haut niveau de performance, mais voilà, en ayant un accompagnement financier qui lui permet justement de dégager du temps pour s'entraîner et maintenir ce niveau d'entraînement. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à une marque? C'est des investissements budgétaires plutôt que d'aller acheter, je sais pas, des encarts pubs ou quoi. Et on fait un pari sur un sportif qui partage nos valeurs, qui a des performances et qui va permettre de faire parler de la marque. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, on est aussi sur un modèle qui évolue un petit peu pour les marques. J'ai l'impression sur le sujet des influenceurs, on est plutôt sur de la recherche d'en trouver moins, mais de trouver des personnes qui correspondent vraiment au profil aux valeurs des marques, des gens qui aiment vraiment les produits que fabrique une marque, plutôt que de balancer des produits un peu partout et puis d'avoir des résultats un peu minimes. Ça, c'est une tendance aussi que tu as. Alors, on reste une petite équipe chez Simalp. Hein. On est une petite vingtaine de personnes, tout compris. Donc voilà, ça reste une entreprise à taille humaine. Et sur ces 20 personnes, on a une encore plus petite équipe marketing puisqu'on est 4 et encore moi je suis pas à temps complet, j'ai un autre métier. Et c'est la manière nous qu'on souhaite mettre en place, la manière de travailler en se disant voilà, on fait des choix cohérents, on va chercher des gens qui correspondent aux valeurs de notre entreprise et voilà, on évite de disséminer et diffuser nos produits un peu de partout. Tu
parlais des influenceurs. Moi, j'ai un peu de mal avec les gens qui, justement, aujourd'hui te vantent les mérites d'un produit A, demain ce sera le produit B, après-demain ce sera le produit C. Donc nous, la manière dont on noue les partenariats, que ce soit avec nos athlètes ou que ce soit avec des influenceurs, on va souvent nouer des partenariats de longue durée à très longue durée. La plupart des athlètes qui sont dans le Team Trail sont là depuis l'origine et la genèse du projet depuis 2016, quoi. Ah oui, ouais, quand même, ouais. Ouais. Ouais, on aime les histoires qui durent, on aime justement écrire des histoires communes et où c'est pas du chiquier, on se dit pas tiens on est ensemble aujourd'hui et puis demain on sera avec quelqu'un d'autre, quoi. Et comment on fait pour avoir je sais pas, je prends l'exemple d'une jeune marque là qui nous écouterait ou tu vois, j'en ai reçu ici, je sais pas, Caprin Sport, Beaumolet, enfin bref, plein de belles marques qui se créent là en ce moment et on a envie de monter une team cohérente, une belle cohésion et est-ce qu'il y a des choses, des apprentissages que toi tu as pu faire depuis le temps que tu pratiques ce métier-là, Alors moi des erreurs que tu as fait et que tu referais plus maintenant? Alors j'ai appris sur le tas, hein, parce que c'est un métier tout nouveau pour moi. Ceux qui écouteront l'ancien podcast, je crois qu'on en avait parlé. En fait, j'ai deux casquettes, j'ai deux métiers. Je suis mon métier principal, je suis responsable d'un office de tourisme, et puis la collaboration et le travail avec Simalp est arrivé un petit peu plus tard. Et en fait, on a commencé à collaborer en 2012. Simalp et moi. Et donc en 2016, je fais la recommandation de créer notre Team Trail. On était une marque qui n'était pas du tout connue dans ce marché, enfin sur ce marché-là, dans ce milieu. Et donc l'idée a été de se dire comment on peut arriver à attirer des athlètes chez nous. Donc la première démarche, ça a été de lancer un appel à candidature sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si je le ferai maintenant à cette époque, mais en 2016 ça a bien fonctionné, donc on a proposé de rejoindre le Team Trail. Je sais plus combien de candidatures j'ai reçues, mais je pense largement au-delà de 200. Et l'idée ça a été de sélectionner les profils par rapport à ce que je te disais, c'est-à-dire des profils qui correspondaient à nos valeurs, des amoureux de la montagne, des gens qui étaient sportifs performants, mais on n'allait pas tout de suite aller chercher Kylian Jornet, hein, vu que d'une part on n'avait pas les moyens et d'autre part on n'avait pas forcément la notoriété. Et puis c'était aussi trouver des athlètes réseauteurs. Alors réseauteur, souvent on pense tout de suite à réseaux sociaux, mais quelqu'un qui est réseauteur, pour moi, il n'est pas forcément, c'est pas uniquement son influence sur les réseaux sociaux, mais ça va être aussi l'ensemble de son réseau de proximité. Ça veut dire potentiellement quelqu'un qui est entraîneur, enfin voilà, qui peut faire connaître la marque par d'autres biais que uniquement les réseaux sociaux. Et donc on crée ce groupe athlète avec 12 sportifs en 2016, et d'année en année, ça a été de retoucher, peaufiner, faire évoluer aussi, faire monter le niveau du groupe athlète. À l'époque du mercato, hein, on va dire ça. Moi, à partir du mois de, on va dire août, début septembre, je prends mon petit téléphone, je commence à appeler des athlètes, sonder, voir ce qu'il est possible de faire ou pas. Et souvent sur des athlètes, alors soit que je connais parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer et d'échanger avec eux sur les courses, soit parce que c'est des athlètes via leur communication ou via les valeurs qu'ils transmettent m'intéressent. Et puis après, c'est un échange, c'est une discussion. Nous, ce que je te disais, on n'a pas les moyens qui sont illimités et qui sont même pas du tout les mêmes qu'on peut rencontrer chez d'autres marques, mais on a d'autres choses à défendre, et bien souvent c'est les valeurs qu'on défend, l'environnement qu'on propose qui nous permet d'aller chercher ces athlètes-là. Ça doit être quand même assez compliqué et une belle mission de trancher, de se dire purée, il y a peut-être cet athlète-là qui correspond en fait à ces choses-là, mais bon, il faut bien faire une sélection. Donc j'imagine que sur 200, ça doit pas être une tâche simple. La première année, ça n'a pas été simple, ouais, quand on a monté l'équipe. Après, c'est des paris, hein, et des paris, des fois on gagne, des fois on perd. Sur les 6 ans qui viennent de s'écouler, il
il n'y a pas eu de grosses erreurs de casting. C'est arrivé quelques fois où on se dit, ben, finalement, ça n'a pas matché d'un côté comme de l'autre. Et puis, l'histoire s'arrête. Mais sinon, ce que je te disais, la plupart des athlètes sont très contents d'être avec nous. Et donc, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'ils sont avec nous. Et à l'inverse, ben, nous, on est très contents d'eux. Donc, c'est pour ça qu'on les garde précieusement. Ouais, j'imagine. Euh, je change complètement de sujet. J'ai vu que tu étais aussi très proche de Sébastien Cornette. Ouais. Que penses-tu du moins courir pour mieux courir? Très proche, alors c'est même plus que très proche puisque c'est mon entraîneur depuis près de 3 ans, Seb. Donc voilà, ça fait depuis que je suis entré dans le monde de la course à pied. Donc avant j'étais volleyeur, j'ai fait 10 ans de volley à niveau national et je me suis mis à la course à pied il y a voilà à peine plus de 10 ans et on s'est rencontrés rapidement parce qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre, on habite à peine à 3/4 d'heure l'un de l'autre. Et on a toujours échangé quand on se croisait sur les courses, ben déjà parce qu'on s'apprécie et d'autre part parce que voilà, il avait une vision de l'entraînement différente de ce qu'on peut croiser, côtoyer, entendre. Et il y a 3 ans, moi je me suis dit ben voilà, je suis peut-être arrivé au bout des choses de ce que je peux faire avec mes connaissances pour m'entraîner individuellement. Enfin pendant 7 ans, c'est moi qui on va dire qui ai façonné mon entraînement pour aller sur mes compétitions, etc. Et je me suis dit, ben voilà, il me reste peut-être 4-5 ans de sport performance. J'arrêterai pas de faire du sport, mais de sport performance en tout cas. Et je me suis dit, ben est-ce que je peux me challenger et aller voir un entraîneur? Et donc, j'ai fait le tour un peu des entraîneurs qu'on trouvait sur le marché et puis qui pouvaient correspondre à ce que j'avais envie de faire. Et j'ai trouvé la philosophie de Seb hyper intéressante, sachant que moi je fais de la course plutôt sur des formats longs, on va dire à partir du maratrail jusqu'à des 100 miles. Et je trouvais la démarche hyper intéressante de se dire je vais essayer de challenger mon corps différemment pour éviter de l'épuiser en course à pied. Moi, la tendance que j'avais lorsque je m'entraînais seul, c'était peut-être de courir trop et de me fatiguer, alors que maintenant, mes semaines sont structurées complètement différemment au niveau de l'entraînement, quoi. Ça, c'est vraiment une tendance que j'ai l'impression qui se généralise c'est vrai qu'on avait l'influence des entraînements qui venaient de la route, où on a essayé d'adapter un petit peu les connaissances qu'on avait sur des entraînements de type marathon ou ces choses-là pour les adapter au trail. Et finalement, il y a une tendance là qui arrive sur je le ressens un peu à force d'échanger avec des athlètes, et je trouve ça très bien en fait que on n'est pas obligé d'aller faire des sorties longues de 5-6 heures tous les week-ends pour faire de l'ultra, quoi. Non, mais clairement non. Enfin, tu vois, j'étais sur le trail Rome pas plus tard que ce week-end, sur le format maratrail. On est à J+2, j'ai pas mal aux jambes, rien de tout ça, et sachant que mes plus grosses sorties en entraînement devaient faire, si j'ai fait 15 km, c'était le bout du monde. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais que un entraîneur, donc Seb, t'a apporté par rapport à ce que tu aurais pu trouver sur Internet ou d'autres solutions qui existent pour l'entraînement? Alors là, je pense que c'est propre à chacun. C'est très subjectif cette relation sportive coachée. Moi, je trouve, enfin, ce que doit trouver un sportif qui va chercher un entraîneur, c'est d'une part une relation de confiance. Moi, je fais une entière confiance à Seb, c'est-à-dire que la première année, je te cache pas que ça a été particulier quand je suis arrivé sur la compétition. En fait, la première année où on s'est entraîné, c'est ce que je te disais, il n'y avait pas de compète, donc c'était juste vraiment plaisant de pouvoir m'entraîner différemment de d'habitude. C'était l'année Covid, donc voilà, on s'est entraîné, on avait un groupe d'entraînement, ça a permis de garder la motivation que certains ont pu perdre parce qu'il y avait plus de dossards, plus de challenge et tout ça. Nous, le fait d'être en groupe d'entraînement, de faire des entraînements en visio, c'était vachement bien. Et après, en fait, en deuxième année, je suis arrivé sur ma première compète, c'était je sais pas un 30 bornes ou c'était au Trail des Dentelles.
Et la veille de course, j'appelle Seb en lui disant, est-ce que tu crois que je me suis assez entraîné là? Je suis appelé en me disant, mais je sais pas où on va. Et puis en fait, ça s'est super bien passé. Et donc, je pense que pour revenir à ta question, la relation de confiance, elle est hyper importante pour le sportif. Euh, après, sur comment choisir son entraîneur, c'est plus difficile de répondre à cette question. Ouais. C'est vrai qu'il y a plusieurs manières en fait de voir son entraînement. Ça dépend de ce qu'on recherche, du temps dont on dispose, Bah ça, de c'est l'échange. En fait, ce qui va être prépondérant, c'est justement c'est si l'entraîneur ne s'est pas adapté aux contraintes du sportif. Enfin, moi, tous ceux avec qui je discute qui ont un entraîneur, c'est ça. C'est j'arrive avec le matériel qui est à ma disposition, le temps dont je dispose, et ça va être à l'entraîneur de jouer là-dedans en se disant voilà, mon sportif aujourd'hui il a qu'une heure, demain il a que 1 heure et demie, dimanche il a 4 heures. Enfin voilà, il va pouvoir jouer à l'intérieur de tout ça. Si c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire si c'est l'entraîneur qui donne des séances et aux sportifs de s'adapter, je pense qu'à un moment ça ne fonctionne pas, quoi. Et tous les athlètes s'y mêlent pour un entraîneur? Non, non, il y en a une bonne partie, mais il y en a qui n'ont pas d'entraîneur. Et ça, c'est un choix de leur part de s'entraîner en autonomie. Ouais, c'est un choix totalement subjectif. Après, on a des profils qui sont quand même assez variés dans le team. On a quand même 3 profs de sport, 2 anciennes athlètes de haut niveau, enfin de très haut niveau. Enfin, voilà, donc chacun a des profils et des histoires différentes et arrive à gérer son entraînement plus ou moins de manière autonome. Ouais. Et tu disais des profs de sport, mais finalement toi aussi tu as les connaissances pour t'entraîner. Et qu'est-ce qui a fait ce point de bascule en fait? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait là je suis peut-être arrivé aux limites de mes connaissances. Alors, Tu vois ce c'est que je ce veux que dire? je te disais un peu tout à l'heure, c'est pas j'aurais pu continuer tout seul, mais c'était une envie de me challenger différemment, de me dire comment est-ce que je suis capable d'aller plus haut? Et si je suis capable d'aller plus haut, eh ben ça serait bien de le faire avec quelqu'un qui me propose quelque chose que je connais pas et où je serais pas allé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je m'entraîne pas du tout de la même manière que ce que moi je pouvais me proposer. Et alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Je fais beaucoup plus de renforcement musculaire, des séances qui sont pas forcément très longues, hein, mais sur une semaine type, je vais pouvoir avoir peut-être, je sais pas, 4 séances de renforcement musculaire, soit des séances uniquement de renforcement, soit souvent ça va être aussi du rené renfo, c'est-à-dire des petites fractions de course, soit même intensité, soit intensité différente, et au milieu du renfo qui est calé à l'intérieur. Donc ça permet vraiment de travailler différemment. Après, beaucoup plus de vélo, ou de sport croisé, vélo, ski l'hiver. J'en faisais déjà, mais j'en fais là maintenant vraiment beaucoup plus. Ce qui permet d'être sur des sports portés qui sont dans les mêmes filières énergétiques et puis qui font travailler aussi les mêmes chaînes musculaires. Donc si tu veux, j'arrive quand même sur les compétitions moins fatigué, je pense, que ce que je faisais avant. Et puis ouais, au final, en kilomètres annuels, je fais beaucoup moins de kilomètres à pied. Et tu vois les détracteurs entre guillemets détracteurs, hein, de cette technique d'entraînement croisé vont prendre pour exemple les Éthiopiens, Kenyans, en disant eux ils font pas de vélo quoi, pour s'entraîner à faire un marathon. Donc est-ce que finalement c'est si bon que ça si on veut performer de faire des entraînements croisés? Tu vois? Je reviendrai. Je sais pas. Après, moi, je reviendrai sur ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'on est tous différents. Chaque sportif est différent. Et tu vois, en discutant avec des athlètes qui sont dans d'autres groupes d'entraînement, qui sont des groupes un peu connus au niveau national,
et qui sont connus pour faire du volume et qui disent, ben voilà, moi, ouais, ok, c'était une manière de travailler, ça m'a fait progresser, mais je me suis brûlé les ailes et ça a marché un an, mais je me suis épuisé mentalement, je me suis épuisé physiquement. Après, c'est toujours pareil, c'est comme dans une relation soignant-soigné, dans une relation entraîneur-entraîné, soit ça passe pas. Enfin, c'est des relations qui sont assez particulières, hein, ces relations-là. Donc soit ça fonctionne, tout va bien, mais je pense que ça se voit dans le sport de haut niveau. Hein, tu vois, un tennisman qui va changer d'entraîneur parce que il dit, ben ça y est, je suis arrivé au bout du ressort. Ou Ouais, c'est pas pour rien que les sportifs de haut niveau ont des entraîneurs, comme tu dis, qui changent, qu'ils ont des préparateurs physiques qui changent. ouais, et Et puis puis, nos connaissances, enfin le trail, alors, la course à pied ou la course d'endurance, enfin, ça existe depuis la nuit des temps. Mais en tout cas, le trail ou l'ultra trail, les courses d'ultra endurance, c'est des choses qui sont quand même assez récentes où les données physiologiques, scientifiques évoluent. Enfin, d'année en année, on apprend des nouvelles choses. Je pense, on teste aussi des nouvelles choses au niveau des méthodes d'entraînement. Donc c'est encore une discipline, je pense, qui est neuve et où on apprend beaucoup de choses. Ouais. tu vois, je recevais Blaise Dubois. Alors, le moment où on enregistre l'épisode n'est pas encore sorti, mais donc de la clique du coureur, il disait que dans les formations qu'il donne, à la fin, ils disent 10% de ce que je vous ai dit est faux. Euh, et ils ont même fait un récapitulatif de tout ce qu'ils ont dit et qui était faux. Donc oui, oui, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Qu'est-ce que toi tu dirais que tu faisais avant et que tu te dis bah tu vois par exemple moi je sais que au niveau de la nutrition il y avait des choses, des pratiques que je faisais au début et qui étaient pas bonnes du tout. Est-ce que toi tu as des choses comme ça que tu faisais au début que tu fais plus maintenant et qui t'ont servi d'apprentissage? Dans ma pratique compétitive, je pense pas. Après, on prend de l'expérience. Hein, ce que je te disais, ça fait maintenant quand même plus de 10 ans que je cours, où je suis allé un peu sur toutes les grandes épreuves nationales ou alors internationales, c'est un grand mot, mais sur la diagonale des fous, toutes ces épreuves-là. Et donc, mine de rien, t'engranges de l'expérience qui te sert toujours. Peu importe que ce soit pour des courses courtes ou des courses longues. Après, qu'est-ce qui a vraiment évolué dans ma pratique? C'est ce que je disais, c'est ma pratique d'entraînement où je fais plus du tout les mêmes volumes kilométriques hebdomadaires où tu vois, avant je pouvais m'entraîner, je pouvais courir, je sais pas, 100 à 150 kilomètres par semaine. Ça, je le fais plus du tout, quoi. C'est vraiment une tendance, comme on disait encore une fois, qui à mon avis, est plutôt bonne si on veut durer. Et moi, je regarde avec envie à toutes ces personnes qui ont encore plus de 80 ans et qui s'alignent sur des courses. Et à mon avis, si on veut durer, c'est un petit peu cette pratique qu'il faut avoir. Moi, c'est ça, c'est d'être, même si on est dans le sport performance, parce que ce que je te disais, hein, moi j'ai toujours envie d'être compétitif et d'être dans le sport performance. Quand j'accroche un dossard, l'idée c'est toujours de faire la meilleure perf possible. Mais ce qu'on doit jamais perdre de vue, mais jamais, jamais, c'est le plaisir. Là aussi, j'en parle souvent avec Seb. Le plaisir, il doit rester premier, même quand on est dans le sport performance. À partir du moment où t'as plus de plaisir, ta pratique sportive, je trouve, elle perd du sens et justement, tu vas t'épuiser soit mentalement, soit physiquement, ou enfin perdre ta motivation. Le plaisir, ouais, doit rester le moteur du sportif. Et alors justement, en parlant de plaisir, il y a Éric Lacroix qui a mené une étude sur le sujet, en se posant la question de à quel moment est-ce que sur un ultra, on a vraiment du plaisir? Souvent c'est au début, quand on commence, parce qu'il y a l'euphorie du départ, il y a Mhm. le moment de l'arrivée, parce qu'on est content d'en finir, ou d'arriver au bout d'un objectif. Mais finalement, entre les deux, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de plaisir? Beaucoup, je sais pas. En fait, un ultra, c'est une aventure. Enfin, je- moi, j'incite personne à aller sur les ultras. Hein. Déjà, quand j'ai commencé à courir, je voyais les gens qui allaient sur des formats de course de 100 km ou plus. Pour moi, c'était des extraterrestres.
Et puis en fait, petit à petit, j'y suis allé tout simplement parce que moi, l'objectif de faire du trail, c'était de continuer à faire du sport en montagne. Je suis accompagnateur en montagne, c'était de me dire, bah voilà, c'est un nouveau moyen d'explorer des massifs que je connais pas. Et c'est toujours comme ça que je programme mes courses, hein, de me dire, ben tiens, où je suis jamais allé courir, où est-ce que je suis jamais allé traîner mes baskets, et puis je choisis mes courses comme ça. Et un ultra, c'est tu vas avoir ben, ce que tu as très bien dit, toute l'euphorie de la préparation, c'est-à-dire ben, de ton entraînement jusqu'à l'arrivée de l'instant ultime du départ où tu as souvent une musique un peu émotionnelle, tu as tous tes copains ou tes sportifs, les sportifs qui sont autour de toi. Enfin voilà, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, ouais, de tension émotionnelle, si on peut dire. Et puis dès que le top départ est lâché, ben voilà, on a toutes ces émotions, les premières foulées, ça part vite, tout va bien. Et puis après, ben, on va avoir plusieurs phases. Soit la première partie où on se met dans sa bulle, où là, potentiellement, on peut être très bien aussi, à part si les sensations sont pas bonnes. Et puis, plus la course va avancer, ben, plus on va d'une part rentrer dans le dur, se confronter à des événements extérieurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus uniquement la performance sportive de l'athlète, il y a aussi la météo, l'alimentation, enfin il peut y avoir plein de trucs qui vont influencer sur ton moral. Après il y a aussi ben, l'environnement familial. C'est vrai que quand on part en course sur les ultras, on a son assistance qui est là, alors que ce soit sa famille. Moi, c'est souvent ma femme et mes enfants qui viennent, donc qui apportent des moments de plénitude et de plaisir en course. Hein. Moi, j'ai le souvenir, enfin le pire, je sais pas si c'est le pire ou pas, sur l'échappée belle, j'arrive à la première base vie, bah justement au bout de ma vie, quoi. Je me dis mais jamais je vais pouvoir repartir. Et c'était ma femme qui était là et qui m'a donné le courage et le moral de repartir parce que sinon, ben, j'aurais, je pense, rendu mon dossard. Enfin, c'est même pas, je pense, j'aurais rendu mon dossard. Donc ça, après, ouais, les matins, enfin, les petits matins sur les ultras, c'est même si t'es dans le mal, même si moi j'ai vécu des moments, bah pareil sur l'échappée belle avec le soleil qui pointe, une biche qui court enfin dans les alpages. Enfin, voilà, c'est des moments où le temps s'arrête, où tu te dis, ben la course se suspend, tu te poses et tu te dis ah ouais, voilà, c'est une aventure, c'est des aventures. C'est une tranche de vie. Ouais, ouais. Alors c'est plusieurs tranches de vie en une seule. C'est du condensé, c'est de l'émotion condensée en fait les ultras. Je sais pas si tu as réussi à trouver ces émotions-là dans un autre sport ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres sports qui permettent de ressentir ces moments de vie-là? Je pense que c'est différent. Moi, ce que je te disais au début, j'arrive des sports collectifs et moi j'aime beaucoup l'émulation collective, de se dire ben ouais, on a réussi, on a construit, on a bâti quelque chose ensemble. Et tu vois, la performance, elle est pas ramenée uniquement à l'athlète. Donc, comparer les émotions d'un sport individuel, j'ai jamais fait d'autres sports individuels que la course à pied, on va dire dans une pratique compétitive. Hein. Donc, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Par contre, des sports collectifs, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait du volley. Et de se dire, ben, t'arrives à construire quelque chose ensemble. Donc, certes, les émotions sont différentes, mais je pense que tu trouves quand même beaucoup de plaisir là-dedans. Après, voilà, ce que je te disais, moi, je suis un amoureux de la montagne avant tout et de pouvoir pratiquer mon sport en pleine montagne. Enfin, ouais, de toutes les courses que j'ai faites en 10 ans, j'ai croisé des coins de montagne sensationnels, quoi. S'il y avait une course parce que ce que j'ai compris, c'est que tu aimais la découverte, aller chercher un endroit que tu n'as jamais exploré. Du coup, tu es peut-être de l'école dont je fais partie aussi, de ceux qui aiment pas trop faire deux fois les mêmes courses. Il y en a tellement à faire que pourquoi les faire deux fois les mêmes. Mais est-ce qu'il y en a où tu te dis faut absolument que je la refasse celle-ci? Alors, je suis de cette école-là. Ça m'arrive de refaire des courses, mais pas souvent. J'ai eu l'occasion d'aller 2 fois sur les Templiers. J'ai fait tous les formats de l'UTMB, alors pas sur les mêmes courses.
Mais voilà, il y en a pas beaucoup que j'ai refaites. Après, s'il y en a une que je devais refaire et je m'étais inscrit cette année, c'est l'UTMB. Alors l'UTMB, pas forcément pour le tracé en lui-même. Pour moi, c'est pas la plus belle course que j'ai faite en termes d'environnement, même si l'environnement est quand même très sympa. Mais juste parce que ce qu'on vit sur l'UTMB, enfin, j'entends beaucoup de détracteurs de l'UTMB en disant ouais, c'est une machine à cash, machin et tout ça. Mais au niveau de l'événement qui a été bâti sur cette course-là, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Franchement, nulle part ailleurs. Même sur la Diag, même sur, j'avais entendu beaucoup de choses sur la Diag et ouais, c'est différent. Après, voilà, c'était une envie de me dire, bah ouais, je retournerai bien sur l'UTMB. C'est vrai qu'à chaque année, quand on voit les lives et tout, tu te branches sur le live, t'as un petit passement, tu te dis, ah ouais, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est vrai que sur l'UTMB, j'ai reçu Catherine Poletti sur le podcast. Alors je sais plus lequel c'est, quel numéro c'est, mais il faudrait le réécouter, chers auditeurs, parce que on sent, pour tous ceux qui sont détracteurs un peu de l'UTMB, on sent cette envie de faire de cet événement une fête, et cet esprit. Catherine vient de la musique. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai participé à la TDS l'année dernière. Il y a vraiment cet esprit de fête, d'ambiance, tout est calculé, mesuré, millimétré presque. Il y a un truc particulier, et je pense que tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas été, on peut pas vraiment ressentir et avoir ce point de vue là de machine à fric. Ouais, Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, hein. Ouais, c'est un événement que tu connais nulle part ailleurs. Après, t'as aussi on va dire, ces trois pays qui se mettent en marche. Tu peux passer n'importe où. Moi, j'ai souvenir d'être passé au Chapieux, tu vois, en pleine nuit, à peut-être 2 heures du matin. Il y a un monde dans les Chapieux. Enfin, voilà, tu te dis, t'es perdu en pleine pampa, mais il y a du monde, quoi. Enfin, c'est un truc que j'ai connu nulle part ailleurs. Après, voilà, je reviens dessus, hein, c'est pas pour moi la plus belle course. Et puis j'en ferai sans doute plein d'autres. Tu vois, cette année, je vais aller courir 2 fois en Suisse. Je suis très impatient de voir ça. Donc cette année, tu refais l'UTMB? Eh ben non. J'ai pas compris. J'ai pas été tiré au sort, non. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Non, il y a encore 2 ans en arrière, les niveaux de sélection des cotations étaient ITRA me permettaient de passer les tirages au sort. Cette année, enfin depuis l'an passé, ils ont rehaussé ces niveaux, et donc il fallait passer par les tirages au sort, et j'ai pas été tiré au sort. Donc non, je vais aller courir ailleurs. Je vais aller courir sur une des courses du réseau UTMB, mais ça sera à Crans-Montana en septembre. D'accord, ok. Et l'autre course, c'est quoi? C'est Trailles-Verbier-Saint-Bernard, peut-être? Non, l'autre course en Suisse, c'est Montreux. L'année dernière, j'avais fait le 70. Je vais courir chez mon copain Diego. J'avais fait le 70, et cette année, je ferai le parcours des grands, puisque je vais sur le 110. C'est une course qui m'avait beaucoup plu, très sauvage, par contre avec des dénivelés qui sont très intenses, très forts. L'année dernière, 70, 5000. Cette année, ça fait 110 et 8000. Donc, il va falloir aiguiser les mollets un peu. Diego, que j'ai reçu, c'était l'épisode numéro 4 sur le podcast, et qui racontait justement sa course à Montreux, ça a l'air d'être une très très belle course. C'est magnifique. Moi, j'invite tout le monde à aller à Montreux. Ouais, c'est vraiment une chouette course, donc organisée par Diego. Alors Diego, on est dans le même groupe d'entraînement avec Seb, hein, donc tu vois, la philosophie moins courir pour mieux courir, ça marche aussi. Ouais, sur Diego, faut le suivre aussi, hein. Ouais, c'est ça. J'ai eu l'occasion d'aller courir avec lui sur un événement, et attention. Donc tu vois, on parlait tout à l'heure de la philosophie d'entraînement de Seb, ben, ça marche aussi pour les trailers de très haut niveau. C'est vrai qu'il en accompagne un paquet d'athlètes de très haut niveau, mais pas que, hein. Non, il a des athlètes dans beaucoup de disciplines. Donc du coup, si je comprends bien, la course que tu aimerais refaire, c'est l'UTMB, et finalement la Diagonale des Fous, pas tant que ça?
La Diag, ça faisait partie en fait, ça faisait partie d'un projet. Quand je me suis mis à courir, il y a un peu plus de 10 ans en arrière, je me suis dit, ben, tiens, dans 10 ans, j'aimerais faire la Diag. J'aurais aimé faire la Diag. Enfin, tu vois, en me retournant derrière, je me dis, ben, voilà, j'aurais aimé faire la Diag. Et on a lancé ce projet en famille, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, avec mon épouse et mes 2 enfants, en disant, ben, allez, donc c'était en 2019. On part sur la Diag, et en plus cette année-là, la particularité faisait que si j'étais dans mes temps de passage et tout, je passais la ligne d'arrivée le jour de mon anniversaire. Et donc tout ça s'est déroulé, non sans mal, parce qu'on a eu pas mal de péripéties, parce qu'il y a une compagnie aérienne qui a déposé le bilan. Enfin, ça a été compliqué, mais au final le projet a eu lieu. La course c'est bien passé. C'est une course qui est éprouvante, difficile. J'avais des objectifs qui étaient élevés, sans doute peut-être un peu trop. Enfin, je sais pas. Après, c'est difficile hein, sur Ultra de te dire, faut vraiment que toutes les planètes s'alignent pour être dans ton niveau de performance. Je m'étais imaginé, tu vois, ouais, si tout allait bien, finir en 30 heures, si tout allait vraiment super bien, en dessous de 30 heures. Et puis au final, j'ai mis aux alentours de 34 heures. Donc, tu vois, j'étais en soi un peu déçu de ma performance, même si ça reste tout à fait honorable. Hein. J'ai fini dans les, je sais plus, 80e, quelque chose comme ça. Mais moi, la place importe peu. Souvent, je me fixe des objectifs de temps, comme ça, je suis pas déçu. Me dire, bah voilà, j'ai respecté mon engagement de temps. Et là, bah, j'étais pas dedans. Donc, bon, c'est pas grave. Mais au-delà de ça, les paysages sont magnifiques. La Réunion, ceux qui sont jamais allés là-bas, nous, on est allés une fois en tourisme et puis l'autre fois avec cet objectif de course. Mais c'est vrai que tu traverses tellement d'univers, de paysages différents. Mais est-ce que je la referais si j'ai l'occasion? Avec grand plaisir. Mais c'est quand même un projet particulier. Enfin, voilà, partir à la Diagonale des Fous, ouais, c'est un projet qui est au-delà de se dire, ben, je vais faire la course d'à côté de chez moi, quoi. C'est vrai que ça, au niveau logistique, c'est un peu plus compliqué. Tu disais que tu te prévoyais un objectif de temps plutôt qu'un objectif de classement, mais sur une course comme ça, comme la Diagonale, c'est extrêmement compliqué parce que c'est des terrains qui sont ultra techniques, qu'on a peu l'habitude de voir, peut-être sur l'échappée belle aussi technique, mais sur d'autres courses comme ça en métropole, c'est plus compliqué. Comment tu fais pour te donner un objectif de temps sur une course comme ça, sur un parcours aussi particulier? Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que maintenant, avec 10 ans de recul sur les courses, j'ai quand même fait beaucoup d'épreuves très différentes. Et ça permet d'avoir des idées et des temps de référence en fonction des profils techniques, moins techniques, roulants. Donc il y a ça. Après, le parcours de la Diag évolue quand même assez peu. Donc c'est souvent de pouvoir se jauger par rapport au temps passé, de se dire, bah voilà, moi j'ai à peu près le même niveau que ce coureur-là. Voilà les temps de passage qu'il avait, voilà le temps qu'il a mis sur l'épreuve. Donc ça donne des balises et des références. Et te dire, bah souvent moi les temps de passage que j'indique, tu vois, à mon épouse pour les ravitaillements, souvent je suis dans la demi-heure près, quoi. Après, j'y reviens, un ultra c'est long, c'est pas uniquement lié à la performance physique, tu as beaucoup de facteurs extrinsèques qui vont venir jouer, que ce soit la météo, que ce soit l'alimentation, que ce soit, enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de paramètres qui vont venir jouer là-dessus. Et donc, on n'est pas à l'abri de l'inconnu et de se dire, ben voilà, il y a un petit caillou qui va venir enrayer la mécanique et qui va déjouer tous les plans et faire changer tes temps de passage. Après voilà, il faut être, je pense, prêt mentalement. On parle beaucoup de physique depuis tout à l'heure, mais moi, je discute de plus en plus avec des préparateurs mentaux et je trouve que le sport d'endurance ou d'ultra-endurance, la capacité mentale est vraiment hyper importante. Ah bah ça, c'est quelque chose qui est fondamental et on en parle souvent justement sur le podcast de la préparation mentale. C'est si on n'est pas prêt mentalement à souffrir, à s'adapter, parce que on parle des fois de souffrance hein, quand même. Hein. Ça peut difficilement se passer et puis bien se passer. Ça peut
peut pas forcément aller au bout si on n'est pas prêt justement à accepter ces difficultés-là. Et tu vois, là, quand je t'écoutais parler de ton projet de vie presque sur la diagonale, j'ai exactement la même chose et, et je pense que j'aurais un petit peu cette appréhension à cause de ça, tu vois, de se mettre trop de pression peut-être sur un objectif. Ça doit Mais en être fait, quelque chose de particulier. il faut que la pression, elle soit positive. En fait, il faut le tourner. Enfin, la préparation mentale, elle est là aussi pour ça. C'est de se dire, ben, le, le, ouais, les choses qui me font courir, elles me font pas courir pour un mauvais sens. Enfin, tu vois, moi là, ce que je t'expliquais, on a eu des soucis de trajet et tout ça. Et donc nous, on s'est fait refinancer nos billets parce qu'on avait financé nos billets, qu'on a perdu complètement. Et donc on s'est fait refinancer nos billets par des gens qui nous ont aidés. Et donc moi, je suis allé en course en me disant, oh là là, faut que j'arrive, faut que je finisse ma course parce que on nous a aidé à financer notre billet. Et puis c'était pas la bonne manière de penser les choses. Donc après, j'ai un peu changé le prisme de vue en disant, bah non, t'es là parce que t'as mérité, que tu l'as voulu, etc. Alors oui, il y a eu des embûches sur le trajet, et puis même si tu n'arrives pas au bout de la course, les gens qui t'ont aidé à financer, ils t'ont pas aidé pour que tu finisses la course, quoi. Et c'est vrai que quand un événement est comme ça tellement attendu, ça peut mettre la pression, alors que finalement quand on prend comme une course parmi les autres, ça fait réduire un peu cette pression. Exactement. Et du coup, maintenant que celle-ci est faite, est-ce que tu en as une autre où tu te dis quand j'arrêterai ma carrière de coureur, il faut que ça se soit fait? J'ai plus de courses entre guillemets où je me dis ouais, il faut que je l'ai faite. Alors, je trouve que dans notre sport, il y a de plus en plus, enfin, ça a toujours été le cas, et puis la preuve en est, je suis peut-être pas le bon exemple, hein, mais de se dire, c'est un peu la course à l'échalote, on va toujours vers le plus grand, le plus gros, donc la plus grande distance, le plus gros dénivelé. Moi, franchement, les 100 miles, je pense que c'est assez pour moi. J'irai pas plus haut, tu vois, en discutant avec des gens qui ont fait le tort et tout ça, en disant ouais, c'est trop bien. J'ai pas forcément envie d'y aller parce que là, on rentre déjà dans autre chose. Déjà, un 100 miles, c'est gros parce que tu pars pour 25, 30, 35 heures de course. Là, tu pars pour plusieurs jours et enfin, je pense que c'est un autre trip. Donc, je suis pas du tout attiré vers ces formats-là. Et après, maintenant, c'est plutôt de me dire, ben, aller vers des courses pour voyager. Toujours pareil, nous, on fait souvent les courses en famille. Donc, tu vois, j'ai bien envie d'aller voir, pourquoi pas, l'Ultra de Cappadoce ou les 100 miles d'Istria. Enfin, aller courir dans des coins qui sont différents. Ou alors, je suis jamais allé à Madère, Transgran Canaria. C'est ces courses-là qui sont pas forcément trop éloignées. Et qui restent des tracés mythiques dans des paysages qui sont différents, que je connais beaucoup moins. Donc ce serait peut-être plutôt ça, mais j'ai plus de courses qui me font rêver autant que m'a fait rêver la Diag. Ouais. La Diag, c'était vraiment l'objectif. Je me dis, voilà, il fallait que je l'ai fait, c'était sur ma liste. C'est marrant comme ça évolue comme ça, nos envies, nos volontés, et puis comme on trouve toujours des choses comme ça pour s'adapter et puis garder la motivation. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'attire d'aller faire des courses du type... c'est un mix entre l'aventure et puis le trail, du type Ultra Run Raramuri par exemple, qui va avoir lieu, là j'aurais dû y être d'ailleurs. Ce type de course là où finalement tu es presque en autonomie sur de très longues distances, parfois à étapes. C'est pareil, non, pas forcément. Moi, j'ai plus envie maintenant de revenir à regarder des épreuves compétitives, hein, avec un dossard organisé, etc. Mais je pense que pareil, les 2 années qu'on vient de vivre, ont relancé un peu on va dire le off. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des projets off. L'an passé, moi, je
je me suis lancé sur l'ultra du Pilat, là, enfin, où je suis accompagnateur en montagne. Et l'idée, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on ne peut pas arriver à monter des projets comme ça de traverser le massif, mais de traverser le massif partagé, c'est-à-dire sans aucun autre but que de prendre du plaisir en allant un petit peu vite quand même. Donc là, tu vois, cette année, moi, j'ai bien envie de faire une traversée du Vercors avec un ou deux de mes athlètes, des athlètes du groupe Simalp, là, et de se dire, ouais, on fait une traversée du Vercors nord-sud. Donc, se lancer des challenges de ce type-là, mais pas sous les formats compétitifs, tu vois. Moi, les courses que tu viens d'évoquer, alors oui, je les suis. Enfin, tu vois, il y avait le marathon des sables il y a pas si longtemps. De se dire, ouais, c'est des chouettes projets, mais en soi qui m'attirent pas pour le moment. Après, faut jamais dire jamais, hein, mais qui m'attire pas pour le moment. Et alors justement, en tant que, parce que tu es organisateur aussi du Pilat Trail, si je me trompe pas. Alors, j'ai été directeur de course pendant 4 ans du Pilat Trail, et après, ben, t'as compris que j'avais une vie qui était un peu dense et chargée. Donc, il y a un moment, on peut plus tout faire, surtout si on veut faire correctement les choses. Donc j'ai rendu mon tablier. Je suis toujours dans l'environnement proche de l'organisation du Pilat Trail. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de moi, ils savent qu'ils peuvent faire appel à moi. Mais en tout cas, je suis plus directeur de course. Est-ce que tu penses qu'il y a une tendance à une évolution du type d'organisation de course sur les formats longs pour être parfois plus en cohérence avec les enjeux environnementaux ou Ça va dépendre, ça dépend vraiment du type d'organisation. Je pense que dans tous les cas, on est dans une discipline qui se pose des questions sur l'impact qu'elle peut avoir, puisqu'elle se déroule dans des environnements qui sont souvent des environnements spécifiques, en danger, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau des espèces, où il peut potentiellement y avoir des études d'incidence parce qu'on passe dans des espaces préservés. Donc oui, je pense que les organisateurs sont de toute façon amenés à se poser des questions, soit de manière autonome en se disant, ben, nous on est organisateurs, on sait les contraintes qu'on a, enfin, que notre événement a et on y réfléchit, soit parce que on passe dans des espaces préservés et qu'on nous contraint à y réfléchir. Après, moi, ça a été ma volonté quand je suis arrivé à l'organisation du Pilat Trail de dire, ben, voilà, j'ai cette sensibilité, cette fibre, de se dire, ben, comment on peut arriver à réduire notre impact sur l'environnement via l'organisation de notre course. Donc, mettre en place tout le tri des déchets. Enfin, ça, c'était des choses qui étaient déjà en place. Mais moi, par exemple, j'ai amené le fait d'avoir un balisage, un balisage. On n'utilise pas de rubalise, on n'utilise pas de peinture. Enfin, c'est des petits drapeaux. Alors, ça en fait un certain nombre, hein, mais qui sont plantés 2 jours avant la course et puis retirés quasiment immédiatement. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de trace de notre passage sur l'événement. Ça a été de remplacer les t-shirts finisher qui ont été pendant très longtemps le cadeau préféré de tous les coureurs. Moi, l'idée c'était de dire, bah, on vient courir dans une région, et ben autant faire découvrir les produits locaux, donc mettre en place des produits locaux comme le coureur. Voilà, c'est des petites actions, mais qui toutes mises bout à bout permettent de dire notre événement il est différent. Alors maintenant beaucoup de gens le font, mais c'était pas le cas à l'époque. Parce que tu vois, sur le Grand Raid du Finistère que j'organise, le concept, c'est de ne pas avoir du tout de ravitaillement et que ce soit les coureurs qui amènent eux-mêmes leur propre ravitaillement et l'organisation se charge de l'acheminer à certains endroits. Ou de ne pas du tout avoir de balisage et de faire ça au GPS. Alors du coup, tu réduis le public parce que ça fait un peu plus peur de s'engager sur des sentiers où il n'y a pas de balisage. Mais j'ai l'impression que c'est une tendance d'aller vers plus de simplicité et puis peut-être d'aller vers ce côté un peu plus aventure. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as aussi vu, perçu. Je pense qu'il y a il y a un besoin de retour aux sources, hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'épreuve du Covid qu'on vient de vivre a changé les habitudes de fonctionnement et les envies de chacun dans la pratique sportive, hein. Donc oui, moi je suis d'accord avec toi. Après, je pense que
tous les sportifs iront pas vers ce type d'épreuve, mais en tout cas, il y en a qui ont la volonté de le faire. C'est un peu comme le retour au backpacking, enfin les gens qui partent en rando, qui l'avaient jamais fait et qui disent bah tiens, je vais m'acheter un sac à dos et je vais partir 3 jours en faisant du bivouac, quoi. Hmm. J'ai appris qu'il y avait une très très grosse communauté de bikepacking du coup. Je connaissais pas du tout cette pratique. Enfin, je savais que des gens passaient des vacances en vélo, mais je savais pas qu'elle était aussi grosse cette communauté. Alors, ça existait beaucoup à l'étranger en fait. Il y a beaucoup de gens qui faisaient de l'itinérance à vélo sur les routes étrangères, enfin sur des grandes distances. Et en fait, ça se développe de plus en plus en France, sur des publics familiaux, sur des gens qui se sont rendus compte à travers le Covid qu'on pouvait faire des choses en nature différentes. Mais voilà, moi je l'observe très régulièrement dans mon office de tourisme. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est justement un enjeu des offices du tourisme de s'adapter à ça. Proposer des produits différents, des circuits différents. Enfin, le métier en office de tourisme nous oblige à nous renouveler de manière perpétuelle. On s'adapte aux habitudes de consommation touristique de la clientèle. Surtout sur nos territoires de moyenne montagne, enfin, nous, on s'adapte en permanence, que ce soit été comme hiver. C'est un vrai enjeu, ça de trouver. J'enregistrais justement une émission pour Ushuaïa TV l'autre jour avec Gérald Ariano où il parle beaucoup de micro-aventures. Et il disait que c'était une très très grosse tendance ça, dans les offices du tourisme d'aller vers ce type d'activités physiques, sportives, culturelles. Et c'est chouette que les gens retrouvent les espaces qui les entourent. Parce que des fois, tu connais même pas la ville qui est à côté de chez toi, tu la connais pas bien en fait. Mais c'est ça, nous on a beaucoup de gens qui connaissent bien mieux, on va dire à 3h30 de la mer, 3h30 de la mer, qui connaissent mieux la mer que leur montagne, quoi. Donc ça change un petit peu. Et puis les post-confinements où les gens étaient contraints à se dire ben je reste soit dans le cercle des 10 km, soit dans le cercle d'1 heure autour de chez moi, ça a permis de remettre un petit coup de projecteur sur des massifs qu'ils avaient potentiellement oubliés. Ouais. Moi, la fréquentation touristique de notre destination a changé post-Covid. Ouais. Il aura changé pas mal de choses. Et il y a quelque chose tu vois, que ma mère me disait l'autre jour, elle qui écoute beaucoup la radio, elle me disait qu'il n'y avait pas 1 heure qui se passait sans qu'on entende le mot confinement pour prendre ce moment comme référence, tu sais, avant le confinement ou pendant le confinement ou après le confinement. Et on voit bien que cette période de l'histoire aura changé pas mal de choses. Bah, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Quand on sera plus vieux, quand on regardera dans le rétro, on dira, tu te souviens, le confinement? Ou alors, toi, t'as pas vécu le confinement? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est vrai. C'est un peu triste, mais c'est vrai. Florian, on a fait un beau tour de pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter et dont on n'aurait pas encore parlé, peut-être pour clôturer notre échange? Non, on a fait, je pense, un panorama différent de notre premier échange. C'est toujours très intéressant de discuter avec toi parce que c'est vrai que on discute un peu comme à la table d'un café, enfin au comptoir d'un café. On discute à bâton rompu sans se rendre compte du temps. Tu vois, j'ai ma femme qui me fait des grands signes autour de la montre en disant c'est l'heure d'y aller. Mais je me suis pas rendu compte du temps. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on discute. Donc, à part si toi tu as d'autres questions et des choses qu'on n'aurait pas abordées, c'est avec grand plaisir que je te réponds. Mais sinon, à l'inverse, j'ai pas de sujet particulier à traiter. Eh ben écoute, tu peux peut-être repréciser où on peut suivre tes aventures pour tous ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur tes prochains projets et puis les belles courses qui t'attendent. Alors, je vais d'abord juste parler de Simalp parce que voilà, c'est la marque qui me tient à cœur et on a parlé tout à l'heure de mon rôle de team manager. Donc voilà, si vous voulez suivre l'actualité de Simalp,
C'est soit sur notre site internet, donc simal.fr, où vous trouvez tous nos produits, mais également la vie du groupe athlète. On a parlé de nos athlètes tout à l'heure, donc on a une page dédiée. Sur nos réseaux sociaux, on est présent sur toutes les plateformes, donc au nom de Simalp. Et après, moi, si vous voulez plutôt suivre mes aventures, je suis présent là où je vais communiquer le plus, c'est principalement sur mon Instagram, donc c'est pas compliqué à trouver, c'est Flo Simalp, ou alors sur Facebook. Mais voilà, c'est vrai que c'est souvent sur Instagram que je vais le plus communiquer. Ça marche. Eh ben, encore une fois, merci pour ton temps, merci pour aussi ton honnêteté, ta franchise et cette belle discussion, cette belle conversation où on en apprend toujours un petit peu plus sur les pratiques de chacun. Donc moi j'adore encore une fois ces moments. Très très bonne journée, bonne préparation pour tes futurs objectifs, et puis tu excuseras tu m'excuseras auprès de ta femme pour le délai qu'on a dépassé un petit peu. Non, mais c'était de l'humour. Mais en tout cas, bien sûr. Je te retourne les remerciements, c'était vraiment très plaisant, François. Merci à toi. Top, merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.